Bonjour, bon après-midi, bon midi. C'est Dino Bombaro pour Héritage Montréal. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cette troisième table ronde organisée sur des enjeux à l'occasion du projet du REM de l'Est. Le mardi, nous avons eu une première table ronde qui a porté sur la question de la planification. En sont sorties notamment des notions comme celle de co-bénéfice, d'horizon à long terme, de choix politiques, mais également de co-bénéfice de la planification, et non seulement dans le secteur du transport en commun, mais également du territoire en général. Hier, c'était sur le financement, une dimension complexe de ces grands projets d'infrastructure, mais également ô combien importante, puisqu'on parle du court terme, du long terme, et ça dans des termes qui sont un peu, enfin, qu'on découvre un petit peu, puisqu'il y a des modèles d'innovation là-dedans. Par contre, il y a également des préoccupations qui sont ressorties sur la transformation de projets publics en produits financiers, avec les risques que cela comporte. Aujourd'hui, nous avons une troisième table ronde sur la notion de développement. Alors, on a longtemps traité le développement uniquement sur l'angle économique, et en matière de municipalité, c'était un développement qui était très axé sur l'immobilier, compte tenu de la structure foncière et fiscale des municipalités. Mais en 2021, c'est une notion qui comprend beaucoup plus de facettes, et on a souhaité, on les salue, je vous les présenterai dans un instant, aborder la question du développement de cet angle-là, c'est-à-dire de cette diversité de facettes. On parle de développement durable, on parle de développement économique, on parle d'innovation, on parle de développement commercial, mais également de milieu de vie, de développement social, de développement culturel. Et avec ces notions de développement viennent également des qualificatifs. Est-ce qu'on parle de développement responsable, équitable, et ce, à quelle échelle? Est-ce que c'est à l'échelle de la métropole, à l'échelle de la ville, à l'échelle de l'Est de l'île de Montréal, qui est un territoire, comme on nous le rappelait hier, immense, qui a fait l'objet d'une certaine négligence et qui a aujourd'hui, en 2021, avec les transformations de l'infrastructure industrielle qu'on y retrouve, présente des opportunités absolument remarquables. Alors, comment est-ce qu'on aborde cette question? On l'amène aujourd'hui pour discussion. C'est un webinaire, donc la formule a ses qualités. Nous pouvons vous rejoindre où vous vous trouvez et inviter votre participation, mais elle a également ses règles, et on vous invitera à poser des questions, à faire des interventions, non pas au micro, mais dans la boîte Q&A, questions et réponses, que vous trouverez dans le bas de l'écran Zoom pour les participants inscrits via Zoom. Pour les gens qui nous suivent sur Facebook, il y a moyen de rentrer les commentaires également. Les membres de l'équipe d'Héritage Montréal vont se faire un devoir de transférer ça auprès de notre panel, et plus particulièrement de son animateur que je vous présente, Raphaël Fischler, et formation d'urbanisme, mais surtout, il est le doyen de la faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal, et la faculté qui intègre les considérations depuis plusieurs décennies d'architecture, de qualité de design, du design urbain, mais également d'urbanisme, de paysage, et donc plusieurs dimensions. On remercie Raphaël d'avoir accepté la délicate tâche d'animer cette table ronde qui sera, nous sommes très convaincus, très utile pour éclairer un sujet complexe qui a fait l'objet de beaucoup de positions, mais sur lequel comprendre est un élément très important pour les étapes qui suivent. Alors, je vous présente les trois panélistes qui vont participer à cet exercice, et que nous confions, enfin, ce n'est pas un exercice téléguidé par Héritage Montréal. Nous, on ne fait qu'organiser. On pense que pour la société, c'est bon d'avoir ces échanges-là. Alors, Béatrice Allain, qui est directrice générale du chantier de l'économie sociale, qui me précisait tantôt qu'elle n'était pas violoniste, et c'est bien, mais il n'y a pas de honte à ça, mais elle a une formation notamment en économie et en sciences politiques. Alors, on la salue. Merci, Béatrice, d'être parmi nous. Valérie Beaulieu, qui est directrice de Culture Montréal, qui est
l'équivalent pour la région, pour Montréal, pour ce qu'on appelle le 514, la région 06 dans la poétique gouvernementale, des conseils régionaux de la culture. Et on sait que la mission de Culture Montréal, c'est de voir mettre la culture au cœur du développement de la métropole. Donc, merci Valérie. Et Martin Galarneau, qui est un fervent amateur d'urbanisme et de Colombie-Britannique, mais qui est surtout, et c'est très important de le souligner, c'est un promoteur immobilier. Donc, on a quelqu'un ici qui est dans le développement, les mains dans le moteur et sur le volant aussi, pour reprendre une expression. Et Martin est chez TGTA, qui est une entreprise qui fait des projets immobiliers sur l'île de Montréal et dans la région. Et il est notamment détenteur d'une formation en urbanisme. Alors, sans plus tarder, je vous remercie. Raphaël, la parole est à vous. Merci Dino, merci beaucoup à Héritage Montréal d'avoir organisé ce panel de discussion. Je pense qu'en effet, on est tous d'accord que la discussion dans la société civile est très importante. On ne laisse pas simplement les décideurs ou les manifestants faire le travail. Je pense qu'on s'informe et on se parle entre nous. Alors, merci beaucoup à nos panélistes d'être là. Moi, j'aimerais répéter ce que Dino a dit un petit peu pour que ce soit très clair. Le projet du REM de l'Est a suscité beaucoup d'émotions. Il a des aspects qui sont très controversés. On n'est pas là pour faire une évaluation du projet, de ses mérites et démérites. On n'est pas là non plus pour se concentrer sur le centre-ville. On est là pour parler du projet dans son ensemble, pour discuter des enjeux qu'il soulève et de la manière dont on peut aborder ces enjeux d'une manière constructive pour la société. Alors, on a tous notre opinion. Moi, j'ai la mienne aussi sur le projet, mais on est là vraiment pour ouvrir la discussion et pas pour la fermer. Donc, je vous inviterai, membres du public, à poser vos questions un peu plus tard. Ce qu'on va faire au début, c'est qu'on va demander à nos trois panélistes de faire une courte présentation d'environ 5-6 minutes, suite à quoi nous allons discuter entre nous, c'est-à-dire que je vais leur poser d'autres questions pour leur demander d'élaborer certaines positions qu'ils ont défendues. Et puis, nous allons ouvrir la discussion à tout le monde, en effet. Et là, nous allons chercher vos questions dans la section Q&A ou Q&R et pour vous permettre de participer, en effet. Alors, sur ce, je vais demander à Béatrice Alain si elle veut bien nous présenter sa vision du développement social en lien avec le REM. Peut-être, en fait, je vais un peu plus largement parler des conditions pour maximiser les retombées sociales, économiques, environnementales de ce genre de projet, plus que le REM. Le chantier est une organisation nationale. Moi, je ne suis pas l'experte là-dessus, mais c'est sûr qu'on regarde différents projets d'infrastructure un peu partout pour voir c'est quoi les bonnes pratiques. Moi, je distinguais 3 moments pour des grands projets d'infrastructure. Il y a la partie du développement, donc on commence à parler de ça, à penser à ça, et d'où l'importance de consulter des parties prenantes du milieu. Il y a, souvent, on se tourne vers les municipalités ou les arrondissements, mais il y a aussi les citoyens, il y a les entreprises, il y a les travailleurs. Et dans différents projets, on voit que certains acteurs sont interpellés et d'autres moins. Et c'est important aussi de rendre compte des intérêts ou des préoccupations qui sont exprimées, parce que souvent, le meneur du projet va recueillir toutes les choses, mais pour mutualiser une meilleure compréhension des préoccupations, des espoirs que ça suscite, je pense que d'avoir un moment pour dire on veut faire ceci, on s'inquiète de cela est important. Dans ce sens-là, les pratiques de Community Benefits Agreements qu'on voit de plus en plus sur des gros projets Infrastructure Canada veut les inclure systématiquement, où on va avoir un dialogue très intentionnel avec la communauté, de dire qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que ce projet va venir bonifier. Donc, même si c'est un pont avec l'argent, est-ce qu'on veut préserver des espaces verts ou en construire, générer des emplois, assurer certains services, etc., est une bonne approche a priori, quand on rentre sur un territoire et qu'on va le chambouler, de valider quels sont les besoins qu'on peut venir exprimer.
Et toujours dans cette réflexion dès le début, je pense qu'il y a des points morts des fois. C'est une analyse différenciée sur le genre, sur la diversité, sur l'inclusion, parce que c'est pas toujours des voies organisées qui vont arriver pour dire l'importance d'avoir des accès accessibles, des lieux sécuritaires, une vie de proximité où on peut aller avec sa poussette, etc. Certaines difficultés là-dedans que je pense qui ont été déjà soulignées, mais qui est la communauté? On l'a vu sur les discussions des grands parcs à Montréal. Est-ce que c'est juste le territoire autour ou c'est l'ensemble de la ville qui est concerné? Alors, est-ce qu'on peut sonder tout le monde ou est-ce qu'on donne priorité à certains ou plus d'importance à la voix de certains? L'importance aussi d'avoir des voix unies versus désunies. Une des raisons qu'on dit que l'Est de Montréal est moins développé, c'est parce que ils sont de partis politiques ou de langues différentes versus l'Ouest de la ville qui arrive à parler en un nom. Mais il faut répondre, il faut arriver à surpasser ce genre de défi pour avoir un vrai pouls du territoire. L'autre que je vois, c'est que pas tous les acteurs qu'on interpelle ont accès nécessairement devraient avoir accès à la même information, tous les enjeux sur la spéculation, ni ont les mêmes compétences techniques de ce qui est faisable ou pas. Donc, il faut être capable de comprendre les besoins, les intérêts, d'interpeller les gens à la mesure de leur capacité. Et surtout, de regarder c'est quels objectifs priment. Est-ce que c'est le développement économique? On a vu beaucoup de débats aujourd'hui sur on va arrêter de parler du nombre d'emplois créés dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, mais il peut y avoir d'autres objectifs économiques d'intégration, ou est-ce que c'est le développement social, la mobilité, la sécurité, etc. Est-ce que c'est le développement environnemental? Et dans ça, il n'y a pas toutes ces choses-là sont aussi faciles à mesurer. Hein, les questions de sécurité on l'a vu, là, la brèche qui divise le vieux Montréal de la ville a plein d'impact sur la sécurité des gens, sur le visuel et qui fait qu'on a vraiment deux quartiers et pas un développement uni. Mais on le sent, mais c'est difficile à mesurer. Alors, concilier différents intérêts qui sont très tangibles avec des intérêts plus long terme ou plus tangibles sont difficiles. Après, donc, si on commence à réfléchir à ça dans l'étape de la mise en œuvre, il faut établir donc les objectifs, les limites économiques, environnementales, sociales, puis rendre compte de ces choix-là. Je pense qu'on est tous capables de comprendre que l'enveloppe budgétaire n'est pas infinie, que les ressources environnementales sont limitées, puis qu'il y a des choix à faire. De pouvoir refaire un retour avec les différentes parties prenantes pour solliciter, pour avoir des clarifications, pour avoir des propositions pour ajuster le projet. Encore une fois, de penser aux angles morts de certaines populations, des femmes, des populations vulnérables sur les questions d'accessibilité, sécurité, etc. Là-dessus, l'exemple que j'avais, l'échangeur turco qui avait enclavé complètement une partie d'un territoire parce que moins organisé et plus démuni pour répondre, ou au contraire, des efforts plus systématiques qu'on a vus avec la TOU puis le parc Frédéric Bach, où ils ont pu avoir la voix des résidents du quartier à côté qui est assez pauvre. Mais il y a eu vraiment un effort d'engager différentes parties prenantes. En termes de développement économique, d'informer les entreprises des occasions d'y prendre part et des modalités. Et là, on voit encore à l'international des pratiques d'agents de clauses sociales là, qui sont nommés de différentes façons, mais des acteurs qui sont capables de formuler des termes de contrat pour que le donneur d'ordre ait des contrats réalistes par rapport aux capacités du terrain, mais aussi pour faciliter l'appropriation du terrain de ça, pour favoriser le développement de PME, le soutien d'entreprises avec des missions sociales, des entreprises menées par des femmes ou de propriétés de personnes racisées, etc. Il y a plein de façons de favoriser un développement économique plus diversifié, si on le veut. Et des pratiques de base comme des cautions, lever des besoins de caution ou favoriser des consortiums pour favoriser des plus petites entreprises autour de ça. Et puis finalement, sur la question de la gestion, il faut réfléchir, je pense, en amont sur qui entretient les infrastructures, donc les emplois d'opération, d'entretien, d'animation, et comment on peut mettre à profit la hausse de la valeur commerciale pour continuer de gérer ça de façon durable et tant qu'à payer localement pour maintien de cette infrastructure, qu'on bénéficie localement de celle-ci. Mais aussi de réfléchir à des occasions de modifier, de s'approprier de ça dans le temps.
On l'a vu en ce moment avec les gares, les anciennes gares qui sont dans des plans névralgiques, qui sont certaines laissées à l'abandon, que quand on est capable de les ouvrir à la communauté, elles deviennent des lieux super intéressants d'animation culturelle, de bureaux, etc. Mais on peut penser que beaucoup d'infrastructures, que ce soit des stationnements convertis en vélo ou stationnement de vélo ou covoiturage, comme la question d'accessibilité, qui au départ était pour des poussettes, ben là, ça va être plus pour plus des personnes âgées. Il faut être capable d'ajuster nos choses sur le temps. Et donc, ça prend des lieux d'échange avec la communauté pour être sûr que nos espaces sont gérés de façon pertinente et ajustable. C'est un peu mes grandes lignes dans un monde idéal sur ce genre de projet. Excellent. Excellent en 5 minutes. C'est vraiment parfait, 5-6 minutes. Merci beaucoup, Béatrice. Valérie, est-ce que vous voulez prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, merci. Écoutez, nous, à Culture Montréal, ça fait déjà quelques années qu'on réfléchit au lien entre mobilité et développement culturel. En 2018, on avait tenu un atelier lors de l'Agora métropolitaine de la CMM, en fait, où on traitait, je dirais, pour la première fois de cette question-là, puis avec une réflexion sur le REM, mais sur le tracé de l'Ouest. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, puis que je trouve que c'est des considérations de développement culturel sont différentes avec les deux tracés. Au niveau du REM de l'Ouest, c'est sûr que ce qu'on voit, c'est qu'il y a une possibilité de création et de renforcement de pôles culturels. Donc, la fluidité, en fait, le déplacement des publics entre, par exemple, un pôle culturel qui serait au 10-30 avec l'Étoile, le quartier des spectacles au centre-ville de Montréal, la Place Belle, le centre-ville de Longueuil. Donc, il y a une préoccupation à quelque part de dire, OK, on a des grands pôles culturels métropolitains. J'ajouterais à ça aussi la régie des installations olympiques. Donc, avec une facilité de déplacement, on peut s'attendre à ce que les publics se déplacent plus facilement pour faire des sorties culturelles d'une certaine façon. Donc, comment on réfléchit tout le monde ensemble à ce que ces pôles-là soient en complémentarité, à ce qu'il y ait une identité très particulière pour que les publics les reconnaissent, en fait, les comprennent et puis choisissent d'une certaine façon leur offre culturelle en fonction de ces pôles-là, mais donc des déplacements de public, ce qui est assez nouveau, nouveau avec le transport collectif, en fait, sur une infrastructure comme le REM. Donc, c'est ça, il y a une nécessité de travailler ensemble, en fait, à s'assurer qu'il va y avoir cette complémentarité-là. Il y a aussi toute la question par rapport à la mobilité et l'offre culturelle c'est pas du transit, c'est pas du navettage maison, travail, garderie, école. Là, on est vraiment dans un besoin d'une offre, si on veut vraiment lier développement culturel et transport. On peut pas être seulement sur des navettes la semaine aux heures de bureau. Donc, le REM est intéressant parce que là, on va peut-être avoir plus accès, justement, plus de spectateurs, de publics qui vont se déplacer à tout moment pour la culture, ce qu'ils ne faisaient peut-être pas nécessairement avant. Donc, il y a quelque chose là à réfléchir pour la vie culturelle nocturne. Puis, justement, toute l'offre culturelle qui se passe beaucoup aussi les week-ends, en fait. Donc, même en famille et tout ça. Donc, il y a des opportunités intéressantes là au niveau des habitudes des publics finalement, d'avoir une vie culturelle, mais plus en transport collectif qu'avec la voiture. Donc, c'est ces questions-là qu'on avait travaillées en 2018. Avec le REM de l'Est, on a des préoccupations de développement culturel extrêmement différentes. Dans l'Est, il y a des déserts culturels parce qu'il n'y a pas de mobilité. Donc, le REM peut peut-être nous amener à regarder à peut-être développer certains pôles culturels, à renforcer aussi, il y a des pôles, il y a des lieux de diffusion culturelle qui ont pas accès à certains publics parce qu'ils ne sont pas capables de s'y rendre. Donc, il y a toute cette question-là, donc de travailler sur un meilleur accès aux lieux existants, puis à développer peut-être de nouveaux pôles. Évidemment, un désenclavement de la population. Moi, je pense notamment à la population adolescente dans certains arrondissements qui n'a pas accès à l'offre culturelle partout à Montréal, notamment au centre-ville, à laquelle a accès la population adolescente de Laval et de Longueuil et de Brossard, par exemple, plus facilement. Donc, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes pour voir comment on peut justement développer ou en tout cas faciliter l'accès à la culture pour nos adolescents, nos adolescentes. Évidemment, un REM dans l'Est peut apporter peut-être d'autres projets d'ateliers d'artistes où on va avoir des loyers peut-être
à meilleur prix, en fait, du pied carré pour des artistes dans certains quartiers avec une facilité de s'y rendre, parce qu'on s'entend que il y a ça aussi, il y a l'accessibilité à ces locaux-là qui est importante. Et puis, ben, peut-être toute la possibilité en termes de développement culturel de regarder aussi au niveau de cette vie culturelle nocturne, mais peut-être vraiment, vraiment nocturne, donc le 24 heures sur 24, de l'événementiel un petit peu plus, je dirais, underground, qui n'a pas nécessairement sa place dans des quartiers où il y a des résidents. Donc, étant donné qu'il y a il y a beaucoup d'espace dans l'Est et il y a peut-être des choses comme ça intéressantes à valoriser, notamment aussi toute la question du patrimoine industriel dans l'Est. Il y a peut-être des opportunités là à regarder. Et je dirais aussi au niveau des rives, l'accès, la valorisation de certaines rives. Donc, beaucoup d'opportunités, de choses qui ne sont pas là dans l'Est. Par contre, il y a des conditions. Il y a des conditions pour que ça se fasse bien. Puis je pense qu'un projet comme ça doit se faire correctement. C'est des conditions nécessaires et gagnantes. Je dirais concertation citoyenne, hyper importante, c'est indéniable. Médiation, co-création culturelle. Moi, j'ai cité en exemple souvent ce qui se fait avec le Grand Paris Express. Il y a une politique culturelle au Grand Paris Express avec un directeur artistique, pas un coup que le réseau va être mis en place, mais en amont, avec les chantiers, tout ça. Donc, des projets de co-création, de médiation culturelle avec les citoyens. Une politique culturelle, c'est pas juste une collection d'art public. Ça peut être vraiment plus large que ça, plus intéressant que ça encore. Et bien évidemment, une intégration à tout ça intelligente, une intégration dans le paysage urbain, une intégration dans le paysage urbain qui amène une certaine, je dirais, beauté, parce que ça aussi, c'est important. J'ai envie de conclure en fait là-dessus. Parce que oui, c'est clair que la population de l'Est a besoin d'une infrastructure de mobilité importante, ça c'est indéniable, mais la population de l'Est a également besoin de beauté. Donc, faut que je pense qu'on garde ça vraiment en tête. C'est une très belle conclusion, Valérie, sur la beauté. La beauté pour l'Est et la beauté pour l'ensemble de Montréal. Bonjour tout le monde. D'abord, un grand merci à Héritage Montréal là, de cette invitation-là. Je suis bien content de pouvoir participer à ce panel. Moi, je vais y aller vraiment dans une perspective là, plus macro, là, compte tenu de ce que je suis et ce que je fais. Bon, première des choses, c'est une évidence là, que personne ne remet en question. Il est absolument nécessaire de doter l'Est de Montréal d'un système de transport collectif lourd, d'abord pour desservir les populations qui résident déjà, puis il y a déjà un paquet de monde qui habite dans l'Est de Montréal. Puis si je ne me trompe pas, là, je pense que pour quelqu'un qui part de Montréal-Nord pour se rendre au centre-ville de Montréal en transport collectif, là, ça prend quelque chose comme 1h30, là, 3 heures par jour. Là, ça n'a aucun sens. Ensuite de ça, ça a été dit à plusieurs reprises, il y a d'énormes sites vacants à développer. Il y a énormément de sites aussi à requalifier, donc des endroits qui ne sont pas développés à leur plein potentiel compte tenu de leur localisation géographique. Et le redéveloppement de ces sites-là va permettre de construire plein d'habitations. Puis on sait qu'on a besoin d'habitations à Montréal, notamment d'habitations abordables. Également de la place pour accueillir des entreprises. On sait que l'économie va très, très bien à Montréal. Puis, il est certain que dans une perspective d'aménagement du territoire, je dirais, intelligent, d'aller développer des sites, de requalifier des sites localisés sur l'île de Montréal à une distance qui n'est pas trop loin du cœur de Montréal et du centre, c'est ce qu'il y a de plus souhaitable. Et également, un peu dans la même ligne, dans une perspective de développement durable, c'est très optimal d'aller développer ces territoires-là. Je vais parler un peu de CDP Infra. On est très chanceux en tant que société d'avoir la Caisse de dépôt pour mettre en œuvre le projet du REM. Évidemment, la Caisse a des ressources financières énormes. Elle a également des ressources techniques, des ressources humaines et on lui a conféré des pouvoirs parce que la Caisse est une institution publique. On lui a conféré des pouvoirs qui lui permettent d'agir avec une certaine agilité, avec une certaine efficacité. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier là,
que, bien évidemment, la Caisse doit répondre à des objectifs financiers de rendement parce qu'elle a une responsabilité à cet égard-là à l'endroit d'une grande partie de la population du Québec. Mais il ne faut pas oublier que, je disais tout à l'heure, la Caisse est une institution publique et moi, j'ai très confiance en la Caisse et je suis profondément convaincu qu'au cœur de ces préoccupations-là, il y a l'intérêt public en général et la Caisse n'agit pas simplement dans un objectif de rencontrer des rendements. Pour toutes ces raisons-là, je pense qu'on est très chanceux d'avoir la Caisse, d'être promoteur de projets comme le REM. Au-delà du fait que le REM va bien évidemment transformer complètement les quartiers limitrophes, particulièrement les quartiers limitrophes des stations, le REM va aussi complètement changer la manière dont nous voyons, dont on perçoit, dont on vit Montréal. Je me rappelle que je me promenais à vélo, puis la Caisse avait installé des grands panneaux à côté de la station Édouard-Montpetit, à côté du Sepsum, là, puis ça disait, bon, ben, en tant de minutes, vous allez être au centre-ville, tant de minutes, je ne me rappelle plus des minutes, malheureusement, tu sais, du centre-ville à se rendre à l'aéroport de Montréal, en REM, ça va être 26 minutes, 23 minutes pour se rendre au Technoparc qui est à côté, 10 minutes entre le centre-ville, entre la première station Panama à Brossard et le centre-ville de Montréal. Dans l'West Island, pour se rendre, prenons Cadillac Fairview, le grand, ça va prendre 27 minutes. Fait que la manière dont on va voir Montréal et la vivre va être complètement différente. Fait que, bref, les bienfaits des différents tracés de REM là, sont évidents. Une fois qu'on a dit ça, reste le comment on va réaliser le projet. Puis dans le comment, je pense qu'au cœur des préoccupations qu'on doit avoir, c'est l'intégration à la trame urbaine. Puis l'intégration à la trame urbaine, c'est l'intégration à la trame urbaine, évidemment, qui est existante aujourd'hui et c'est l'intégration à la trame urbaine qui va complètement se transformer et se développer dans les 10, 15, 20, 25 prochaines années en raison de l'arrivée du REM. Fait que c'est pas parce qu'en ce moment, le REM passe à côté d'un site vacant que dans 25 ans, ça ne sera pas un quartier dense avec plein d'habitations, puis de commerces, puis de placettes autour. Fait que c'est très important quand on pense à l'intégration du projet, c'est l'intégration à ce qui existe, puis ce qui va exister. Puis tout à l'heure, je vais faire du pouce sur ce que Valérie disait. Valérie parlait de beauté. Bien, je pense que la beauté de l'urbain doit être au cœur là, des préoccupations qu'on a. C'est une grosse évidence, là, mais je vais la dire pareil. Un équipement comme le REM va avoir un impact sur la qualité de vie urbaine là, pour les 100 prochaines années. On doit donc faire très, très attention de ne pas répéter les erreurs qu'on a commises dans le passé. Puis, je me rappelle d'une exposition au CCA qui était le Montréal des années 60, qui était vraiment passionnante à cet égard-là, où effectivement, on faisait ressortir certaines erreurs qui avaient été faites et qu'aujourd'hui, en fait, à l'époque, on avait commencé à corriger et qu'on corrige encore aujourd'hui à coût de centaines, voire de milliards de dollars. Alors, c'était mon petit mot d'introduction. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos trois panélistes. Moi, j'ai entendu, je vais vous dire un peu ce que j'ai entendu. On a parlé évidemment énormément de dialogue, de concertation, de co-création. Ce sont des enjeux très importants au niveau du processus de planification, de mise en œuvre, de gestion, etc. On pourra en reparler aussi. J'ai entendu parler de la diversité des publics et des populations, des parties prenantes et des personnes
qui sont visés, ciblés ou sur lesquels il y aura des retombées. Ça, c'est très important aussi. L'Est de Montréal, c'est une diversité de milieux aussi, de milieux sociaux, de milieux économiques et de milieux physiques, spatiaux. Martin nous parlait aussi, par exemple, des sites vacants, mais aussi des sites à requalifier, ou des sites qui sont consolidés, des quartiers résidentiels qui vont peut-être changer, qui vont sûrement changer à cause du REM. Et puis, on a entendu parler d'accessibilité. Dans la planification des transports, on ne parle plus de mobilité, on parle d'accessibilité, c'est-à-dire comment est-ce que nos moyens de transport rendent accessibles des lieux où on veut se rendre et quel impact ça a. Donc, merci pour ce portrait très, très intéressant des enjeux. Moi, j'ai une question, je vais revenir à des choses un peu pratiques. Je vais poser une question à nos trois panélistes. Si vous êtes face à un de vos interlocuteurs, une association culturelle, un groupement, une table de quartier, un promoteur immobilier, etc., et que vous lui parlez du REM, de ses avantages, des opportunités qu'il présente, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous lui dites? Ben voilà, ça va venir, prépare-toi, que peux-tu faire maintenant? Que dois-tu faire maintenant? Est-ce que je peux vous demander de commenter là-dessus? Je peux me lancer. C'est certain que prépare-toi, là, quand on dit prépare-toi, le public doit se préparer. Il y a une station de REM, c'est évident qu'il va y avoir une densification importante du territoire. C'est évident aussi qu'il peut y avoir de nouvelles populations qui vont arriver. Il peut y avoir de nouvelles activités économiques qui vont arriver. Alors, à partir de là, il faut s'assurer qu'au niveau social, on fasse ce qu'il faut pour que cette nouvelle réalité-là puisse s'arrimer à la réalité existante. Les corps publics aussi ont un rôle important à jouer. Par exemple, admettons que dans un secteur, on prévoit évidemment, il va y avoir une densification. On prévoit que ce sera majoritairement des résidents qui iront là. Admettons qu'on dit, ça serait un quartier qui serait extraordinaire pour pouvoir accueillir des familles. Dès maintenant, il faudrait que les corps publics disent, oups, famille, il faudrait peut-être penser à installer des écoles. Puis en ce moment, selon ma compréhension des choses, une planification d'une école, c'est qu'une fois que les gens sont installés, là, il y a le nombre de personnes requis, puis là, oups, le ministère dit, c'est correct, on a les budgets pour construire une école. Dans ce temps-là, il est trop tard. Les prix ont augmenté, les sites sont occupés, puis tout ça. Alors donc, se préparer, ça veut dire tout ça, puis bien d'autres choses, mais c'est ce que je dirais d'entrée de jeu. Merci Valérie. Béatrice? Moi, je pense que ce projet-là, il vient quand même explicitement pallier à des inéquités territoriales majeures. Là, puis on en a nommé. L'espérance de vie, c'est juste choquant, mais les temps, coûts de transport, logement, espace vert, sécurité. Je pense que la question, c'est qui va définir c'est quoi les besoins sur lesquels ce projet peut faire une différence et comment on va le faire. Donc, en termes des citoyens, je pense qu'il faut s'organiser pour nommer qu'il y a un espace vert qu'on veut préserver, où il y a des espaces verts à créer, où il y a un potentiel, un intérêt à investir tel site pour faire un lieu culturel, ou etc. Donc, il faut être capable, je pense, autant les développeurs ont un besoin d'interpeller la communauté, autant c'est aussi sur la communauté de se prendre en charge puis d'être capable d'exprimer au mieux ses besoins pour qu'on puisse y donner suite et que d'autres les portent, parce que je pense que beaucoup de gens, l'intérêt des gros projets, c'est qu'on est beaucoup à le regarder puis à pouvoir donner suite. Et l'autre, c'est vraiment le développement du projet en tant que tel. Et là, je pense qu'il y a des occasions pour faire un développement économique plus important, donc les entreprises d'économie sociale en particulier. Moi, mon public cible, c'est en économie sociale, soit là, parle avec tant le gouvernement, les fournisseurs, etc. Est-ce qu'on est capable de développer des capacités, d'intégrer plus de personnes au marché du travail, etc. Merci, Valérie.
Ça va un peu dans le même sens, mais moi, je recommanderais à un diffuseur culturel ou une organisation artistique culturelle qui est dans ces secteurs-là concernés, bien évidemment, de s'impliquer, de s'engager, de voir à ce qui se passe, d'essayer de comprendre, d'anticiper ça va être quoi les impacts pour son organisation et tout ça. Et je dirais, moi, j'aime bien la définition de la vitalité culturelle qui se dit d'une synergie entre les 3C, culture, commerce, citoyen, donc de s'impliquer, de s'engager dans sa communauté. Je dirais aussi dans la réflexion qui peut se faire avec toutes les parties prenantes, c'est tout autour, en fait, toute cette promenabilité-là. On a souvent des discussions avec Dino là-dessus sur ce mot-là, promenabilité, l'expérience, en fait, à partir du moment où on sort de chez soi, qu'on marche jusqu'à l'infrastructure de transport, qu'on prend le transport, qu'on s'en va faire sa sortie culturelle et qu'on revient. Donc, comment on peut aménager, en fait, le 500 mètres autour de ces édicules-là, autour de ces stations-là. Et donc, je pense que moi, mon conseil, c'est vraiment de s'impliquer, d'être curieux, d'être capable de s'exprimer, en fait, à tout moment, en fait, du processus pour faire connaître sa réalité. Je pense que c'est hyper important. Je veux juste renchérir parce que je vois aussi un commentaire, puis je réfléchis, je ne sais pas si c'est précis, mais effectivement, comme on disait au début, le défi, c'est il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à plein d'égards. L'entièreté de la ville de Montréal va être affectée par ça. Ça touche plus l'Est, c'est les citoyens. Donc, le défi est de ne pas être cacophonique et de s'organiser. C'est pas le citoyen, c'est pas que moi, personnellement, mon avis va avoir un impact. Il devrait pas avoir un impact. Par contre, si on est tous les résidents d'une communauté qui, disons, c'est pas sécuritaire telle affaire parce que c'est des femmes qui prennent le plus de transports en commun et que si la station est mal éclairée, ben c'est un enjeu de sécurité pour les femmes et que là, on est organisé pour faire valoir cette fois-là. Là, ça va avoir une incidence. Donc, ça appelle pas juste à avoir une opinion, mais à organiser, structurer, valider cette opinion avec d'autres. Parlons de ça parce que nous voyons le chat, qu'on n'est pas censé suivre vraiment, mais moi, on voit aussi les questions et réponses, les questions qui sont posées. Il est sûr que des gens remettent en question le niveau de consultation qui a eu lieu, qui remettent en question la finesse de la consultation qui a pu avoir lieu. On parlait des publics différenciés, on parle de retombées différentes pour différents groupes. Pour les propriétaires fonciers, il y a peut-être une manne qui va venir. Pour certains résidents, il y a peut-être des avantages. Pour d'autres, il y a peut-être des désavantages. Donc moi, je vais vous poser une question. Après cette rencontre, après ce panel, si nous pensons que la concertation publique n'a pas été assez bien faite, qu'est-ce qu'on peut proposer comme mécanisme de concertation, de consultation, de co-création à ce stade-ci du processus qui, pour l'économie sociale, la culture, le développement immobilier ou urbain, serait utile pour maximiser les retombées positives et minimiser les retombées négatives du rêve. Je mets peut-être un peu au défi parce qu'on dit qu'il ne suffit pas que les citoyens s'expriment individuellement, il faut qu'on s'organise pour avoir ces discussions. Est-ce que vos associations, les associations que vous dirigez, auxquelles vous appartenez, comment est-ce qu'elles pourraient contribuer, évidemment avec la collaboration de CDPQ Infra, c'est sûr, à une discussion, ou même peut-être sans la collaboration de CDPQ Infra, à une discussion du type que vous voulez mener. Valérie? Je pense qu'il faut que ça aille. Je pense qu'il faut que ça aille au-delà de CDPQ Infra. En fait, je pense qu'il faut qu'on dise à nos gouvernements, nos 3 paliers de gouvernement, que oui, on veut une infrastructure de mobilité efficace, importante dans l'Est, mais qu'on la veut intelligente, qu'on veut que ce soit fait en tenant compte des communautés et de la population montréalaise. Et je pense qu'il faut que ça aille au-delà, en fait. Il faut qu'on réfléchisse peut-être collectivement à est-ce que c'est le seul modèle unique, CDPQ Infra? Est-ce qu'il y a de l'intervention gouvernementale qui peut se faire en plus pour qu'on ait cette infrastructure-là
mais qu'elles ne défigurent pas notre centre-ville et qu'elles desservent adéquatement, en fait, ces communautés, puis qu'elles répondent à leurs besoins. Donc, j'ai l'impression que oui, il faut qu'il y ait une concertation ou, je dirais, mais en ce moment, je trouve ça un petit peu complexe de répondre à cette question-là parce que il y a tellement d'enjeux dans ce projet-là puis comme on dit, mais c'est qui la population? Tu sais, dans le sens où Béatrice le nommait, il y a plusieurs parties prenantes extrêmement différentes avec des objectifs différents. Je pense qu'il faut qu'on soit capable d'écouter tout le monde. Mais moi, mon souhait, c'est qu'on ait un REM ou une infrastructure de mobilité adéquate qui desserve l'Est enfin, parce que, je veux dire, la ligne bleue, là, je veux dire, le prolongement, ça fait combien de décennies qu'on en parle? Un SRBP 9, ça a pris combien d'années à le faire et il n'est pas encore fait? Il est en train de, mais je veux dire, c'est quand même pas des structures hyper... en tout cas, je ne suis pas une experte là-dedans, là, je ne me lancerai pas dans ces questions-là, sauf que il faut être capable de se faire une tête pour que est-ce qu'une opposition sine qua non va faire qu'il n'y en aura pas du tout? Puis, mais je pense qu'on est encore à un moment en ce moment où on peut peut-être se manifester, mais il faut le faire, je pense, de façon intelligente, se manifester pour dire que oui, on en veut, mais de façon, je répète le même mot, intelligente en fait, qu'on fasse du développement intelligent. Donc, moi, c'est là où je me situe, mais après, conseiller exactement sur quel type de quelle façon la population doit s'exprimer, à quel moment et avec quel véhicule, je pense qu'il y a plusieurs options possibles. Puis, je souhaiterais en fait que ça ne soit pas seulement CDPQ Infra qui a à nous écouter, mais que ce soit nos gouvernements qui a à nous écouter. À Montréal, on a besoin de transport collectif et puis, il faut que ça soit fait adéquatement. Est-ce que Béatrice ou Martin veulent rajouter quelque chose? Bien, en fait, Raphaël, sauf erreur, je pense que le BAP doit se prononcer là-dessus. Fait que le BAP sera certainement un bon forum là, où l'ensemble de la population montréalaise, des groupes, etc., pourra se prononcer. Puis, tu sais, je pense que c'est le genre de projet là, qui les impacts sont multiples là, et où il sera très, très important de pouvoir avoir une vision 360 degrés du projet et pas simplement prendre... Bon. Et d'autre part, je sais que plusieurs critiquent là, la gouvernance de CDP Infra, tout ça, puis c'est sûr que CDP Infra a des pouvoirs que personne d'autre a. Personnellement, en tant que développeur, oui, c'est important d'écouter. Ça va être important. Moi, j'ai des préoccupations par rapport au REM. Ça va être important de les entendre. Mais après ça, une fois qu'en tant que société, on aura décidé, il y aura un arbitrage qui aura été fait, puis qu'on aura décidé, voici, c'est ça qu'on considère le meilleur projet, d'avoir quelqu'un comme CDP Infra qui va le mettre en réalisation, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit conserver. Parce que comme on a cité plusieurs exemples, le pire, là, c'était le SRBP 9, qui n'était pourtant pas un projet d'une complexité, d'une envergure aussi importante que le REM, puis je ne sais même plus calculer le nombre d'années que ça a pris, alors que CDP Infra avec le REM 1.0, un projet beaucoup plus complexe a été en mesure de le mettre en branle. Mais ceci étant, au préalable, je pense qu'il y a quand même une discussion de société qui doit y avoir, des arbitrages qui soient faits, puis qu'une décision soit prise de façon éclairée. Merci. Béatrice? Ben, je renchérir. Je pense que le terme discussion de société est fondamental parce que, justement, il y a une multiplicité d'intérêts des résidents, des travailleurs, des entreprises, du centre-ville, de l'Est, etc. Je pense qu'il n'y a pas un point de vue qui prime et ça va nous aider à comprendre au moment de devoir faire les arbitrages les intérêts de tous et chacun, puis dire à un moment donné de les placer dans un ensemble. Et je pense qu'on a été bon au Québec à différents moments pour faire certaines discussions de société sur des enjeux majeurs, comme d'autres fois, il y a eu des projets qui se sont juste faits sans en discuter. Mais je pense qu'ici, on a l'occasion de le faire. Et pour ça, ça veut dire qu'on ne parle pas tous qu'à
CDPQ, qu'on parle ensemble, qu'on en parle dans les médias, qu'on en parle au gouvernement, qu'on ait des discussions comme on a aujourd'hui pour que tous s'approprient des points de vue qu'on n'avait peut-être pas considérés. C'est vrai que ça prendrait plus de ressources pour faire la culture, j'y ai pas pensé. Peut-être que ça vaut la peine de payer plus pour ça. C'est vrai que le coût d'une infrastructure qu'on doit maintenir dans le temps, peut-être qu'il faut garder, d'avoir une balise plus que oui, non. Je pense qu'à ce point-ci, avoir une position sur il faut le faire, il ne faut pas le faire est prématuré parce que surtout, on ne reflète pas pourquoi on veut le faire, qui veut le faire, à quel coût, de quelle façon. Donc, de se faire une tête m'apparaît vraiment intéressant. Puis le fait de susciter cette discussion sur l'importance de le faire, puis peut-être de dire que ça n'a pas adéquatement été discuté tous ensemble, même si CPQ Infra l'avait fait bien, mais juste pour eux, il n'y a pas eu ça n'a pas été assez rendu public. On ne s'est pas tous approprié de ces enjeux-là. Je pense que c'est prometteur pour la suite des choses pour d'autres projets qui vont venir. Okay. Moi, je trouve très intéressant en fait que notre discussion se déplace, et ce n'est pas la première fois, sur les enjeux de processus plutôt que sur les enjeux de design, de planification spatiale en tant que telle. Je pense que ce projet soulève en effet ces questions. Et on le voit dans les questions-réponses. On peut peut-être même se tourner vers ça. On parlait du BAP, Martin nous parlait du BAP, mais qu'en est-il des consultations au niveau des quartiers qui sont touchés? Je ne sais pas, vous connaissez les milieux mieux que moi, je pense. Quelles consultations ou concertations ont déjà eu lieu ou quelles consultations et concertations peuvent encore avoir lieu dans les quartiers et quels avantages tireriez-vous dans le secteur culturel ou social ou économique? Quel avantage ou quel bénéfice est-ce que vous pourriez tirer de consultations de quartier au sujet du REM? Je sais qu'on doit parler du REM dans son ensemble, mais on parle aussi des effets locaux. Alors, si on commençait par ça, qu'est-ce que vous aimeriez faire au niveau local des différents quartiers que le REM traversera pour y entendre la population, les entreprises et d'autres personnes? J'espère que je ne vous pose pas des cols, mais... Ben, je trouve ça difficile de répondre à cette question-là parce que moi, ce que je ressens en ce moment, bon, j'ai des commentaires, tout ça, c'est sûr que je veux dire, on n'est pas dans une démarche exemplaire de transparence et de consultation en amont, on s'entend. Mais je reviens à un point de Martin. Il y a un moment donné où, je veux dire, il faut être capable aussi de les faire, ces projets-là. Donc, c'est quoi l'équilibre entre tout le monde donne son avis et participe et on est capable de réaliser les projets? Puis là, j'ai un peu de la difficulté à répondre parce que moi, je suis une habitante de l'Est. J'habite dans ce quartier-là. Et ben, pour ma famille, là, ça prend minimum une voiture. Donc, je suis consciente de certaines choses, mais tous mes voisins ne sont pas nécessairement d'accord avec moi et tout ça. J'habite à côté du projet Raymond Logistique. Donc, je veux dire, il y a des choses qui se passent en ce moment où les citoyens ont envie d'être entendus. Je pense que les gens dans l'Est ont envie enfin d'être entendus, mais en même temps, cette paralysie-là, des fois, m'inquiète un peu, en fait. Fait que de quelle façon on concerte, on s'exprime, puis on est dans un projet socialement acceptable pour tous? Est-ce que c'est possible? Je pose la question, est-ce que c'est possible? Et de quelle façon on arrive comme société à mettre en place des choses dans des échéanciers, je dirais, efficaces et souhaitables? Donc, j'ai de la difficulté à répondre à cette question. Ben, j'ai la même difficulté que toi, Valérie, puis c'est parce que c'est quand même, là, quand on regarde là, le REM 1.0, puis le REM de l'Est, puis tout ça, puis l'ensemble des communautés que ça touche. Puis c'est sûr que dans un monde idéal, là, ça serait qu'autour de chacune des stations, on tienne des consultations, puis les gens disent hey, « ça serait le fun qu'on ait ça, ça. Hein? » Mais pour des projets de cette envergure-là, en tout cas, j'ai de la difficulté à voir là, comment cela pourrait se réaliser. Puis peut-être que c'est possible,
pour aller consulter sur certains aspects du projet, mais de façon globale, dire, bon, ben là, on va ramasser, là, on va faire des tables que je vais appeler métropolitaines, après ça, des tables de quartier, on va tout ramasser ça, puis écoute, ça m'apparaît un peu titanesque. Je pense qu'une des questions que je me pose toujours, c'est quand on parle de consultation, est-ce qu'on consulte pour savoir qui veut puis qui veut pas? Puis genre, on va de l'avant ou on bloque, ou on consulte pour savoir si vous avez des idées ou des besoins que vous voulez faire valoir. Je pense qu'il faut être dans cette logique-là de dire, il y a une raison pourquoi on pense à désenclaver l'Est. Comment on peut, et donc, soit d'arriver puis de dire, si vous passez par ici, ben, ça serait vraiment intéressant de faire ça, ou on a un besoin particulier de ci, mais d'être en mode proposition m'apparaît important, même si c'est à la limite proposer des alternatives, mais proposer une vision complémentaire à l'intention de base. Et là-dessus, je pense que la responsabilité est aussi du côté du terrain et pas juste du développeur. Mais c'est sûr que s'il y a des structures ou des instances claires, un bureau de liaison, voire d'engagement citoyen, ça faciliterait la collection spontanée d'interventions. Bien, alors écoutez, j'espère que ma prochaine question sera plus utile ou facile. Mais en fait, elle n'est sans doute pas tellement. Je vais vous demander de regarder dans une boule de cristal que vous n'avez pas. Mais on parle toujours des avantages et des désavantages de l'accessibilité. C'est sûr que le REM va lier des quartiers périphériques, disons, au centre-ville. Selon vous, qu'est-ce qu'on a comme risque de développement positif et négatif pour les quartiers périphériques et pour le centre-ville? On peut dire, par exemple, que le REM va avantager le centre-ville en le rendant beaucoup plus accessible. Et donc va, par exemple, permettre aux personnes de l'Est de l'île de venir assister à des spectacles au quartier des spectacles. Donc ça, c'est au bénéfice. Cependant, Valérie nous dit, ben non, le REM permet aussi en même temps peut-être de résoudre le problème de désert culturel dans l'Est. De la même manière, Martin nous dit qu'il y a des terrains à construire, ça va être très bien, mais on peut dire au même moment, ben, il y a de l'embourgeoisement qui va se faire parce que le REM. Donc, comment est-ce que vous voyez l'avenir du centre-ville et des quartiers sous l'effet de la construction du REM, et comment est-ce que vous pensez qu'on peut mitiger les effets négatifs du REM à ce titre? Oui, je peux me lancer. Moi, et compte tenu de la manière dont le REM a été conçu et dessiné, j'ai aucune crainte pour le centre-ville. Au contraire, je pense que le REM va contribuer à augmenter la force du centre-ville. Puis, Raphaël, tu donnais l'exemple du quartier des spectacles. Là. Ben, je pense que c'est un bel exemple. Là. Quelqu'un, je ne sais pas, qui habite à Pointe-aux-Trembles ou qui habite à Brossard, s'en venir au centre-ville pour aller, mettons, au TNM, là, ben là, il faut qu'ils partent de chez eux. Là, des fois, il va y avoir du trafic. Puis là, aïe, 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 il faut payer 15 piastres de parking. C'est épouvantable, etc. Puis, il peut avoir un effet négatif. Alors que si tu habites à proximité du REM, t'embarques dans le REM, en 10 minutes, tu arrives au centre-ville, sur la rue McGill College. La rue Sainte-Catherine est tout en train d'être refaite, d'être redessinée. Tu vas marcher un beau parcours pour te rendre jusqu'au TNM. Ça va être agréable, puis la vie est belle. Alors, moi, je pense que ça ne nuira pas au centre-ville. Mais c'est évident, d'autre part, que l'arrivée du REM est un facteur de développement énorme pour les secteurs périphériques. Et on parle par ailleurs de zones qui sont déjà urbanisées, qui vont être qualifiées, autrement dit, qu'on va densifier, qu'on va exploiter. Fait que moi, je ne mets pas ça dans la même catégorie que de l'étalement urbain en troisième couronne qui va être accessible seulement en voiture. Fait que, oui, c'est une forme d'étalement urbain,
mais pour moi, une forme d'étalement urbain qui est correcte parce que dans un lieu desservi en transport collectif. Puis tout à l'heure, Valérie, là, je vais jouer dans tes plates-bandes, puis je vais faire du pouce sur ce que tu as dit. Tu disais qu'au niveau culturel, ben, tu as un quartier des spectacles qui a sa propre fonction. On parlait mettons, de la RIO, qui là, oups, au niveau culturel, joue un rôle important, mais là, tu parles d'un stade qui accueille de grands événements énormes qui ne peut pas arriver au quartier des spectacles. Puis il y a peut-être d'autres fonctions comme ça que tu peux retrouver en périphérie. Fait qu'il s'agira juste que chacun de ces endroits-là, au niveau culturel, ait sa propre vocation. Par ailleurs, je suis quelqu'un qui est profondément allergique au saupoudrage. Fait qu'il faut éviter que le REM fasse en sorte que, je reprends encore le niveau, la culture, fasse en sorte qu'on décide, il faudrait mettre des petites patentes un peu partout, qu'il y ait un petit peu de culture un peu partout, puis qu'on finisse par affecter, je vais appeler les grandes fonctions métropolitaines qui doivent demeurer. Bref, en conclusion, moi, je pense que pour tout le monde va y regagner là-dedans. Il s'agit juste qu'on ait une hiérarchisation puis un rôle qui soit donné à chacun de ces nouveaux pôles-là. Béatrice, Valérie? Moi, je renchérissais sur les propos de Martin. Je ne suis pas l'experte sur l'urbanisme puis l'impact sur différents types de propriétés, mais il m'apparaît clair d'un niveau macro qu'il y a une réelle pression pour dézoner sur les terres agricoles puis les terres préservées qui se font. Puis ça, c'est majeur sur le plan écologique et sur le plan d'une autonomie alimentaire et puis une résilience en général. Et il m'apparaît que l'Est qui est déjà développé puis un peu abandonné puis juste sous-optimement utilisé, ça fait partie de la solution de mieux employer puis de réhabiliter les infrastructures qui sont là. Donc ça, c'est un argument majeur en faveur de faire ce travail-là. Puis l'autre, qui est tout aussi interpellant, c'est la question de la cohésion sociale puis l'équité sociale qu'on a expliqué à plein d'égards ici. Mais c'est honteux, là, les différences d'espérance de vie, comme de temps de déplacement, comme d'occasion d'emploi, etc. Donc, je pense que c'est ça. J'ai pas de conclusion, moi, je pense que c'est des raisons ça va renforcer une certaine synergie. Puis, je veux dire, un quartier des spectacles, un centre-ville fort culturellement est aussi important qu'une offre culturelle de proximité dans les quartiers où les enfants, les adolescents ont accès à du loisir culturel, à une programmation d'une maison de la culture facilement, un accès à une bibliothèque. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se jouent au niveau des quartiers. Moi, j'aurais envie de dire, si vous êtes un résident de Rosemont ou du Plateau, vous n'avez pas de voiture, combien de fois vous êtes allé à Pointe-aux-Trembles, voir le parc du bout de l'île, voir la confluence entre la rivière des Prairies et le fleuve Saint-Laurent? Je veux dire, il y a des choses qui vont pouvoir se développer intéressantes pour les Montréalais et Montréalaises. Et je rappelle aussi que Pointe-aux-Trembles, il y a plusieurs décennies, une centaine d'années, était une destination balnéaire et il y avait un tramway qui se rendait directement là pour que les gens puissent profiter des grands espaces et tout ça. Donc, je pense qu'il y a des choses j'ai pas l'impression, et puis je reviens avec le mot intelligent, dans le sens, faisons du développement intelligent, apprenons des dernières décennies, Martin parlait des années 60, apprenons de ces erreurs et essayons de le faire intelligemment. Et pour travailler en culture, l'embourgeoisement, on m'en parle à chaque fois qu'on parle de culture, qu'on parle d'atelier d'artistes, on dit oui, mais l'embourgeoisement, mais on parle d'embourgeoisement aussi quand il y a une piste cyclable, puis on parle d'embourgeoisement aussi quand il y a un parc. Mais à un moment donné où il y a des populations, même si elles sont défavorisées, elles ont droit aussi à un minimum de qualité de vie et de services offerts par leur arrondissement, par leur municipalité, puis elles ont droit aussi d'avoir accès à l'offre de la métropole aussi. Fait que voilà, moi, peut-être que je suis une licorne, mais j'espère qu'on va être intelligent. Il passait par où ton tramway? Peut-être que ça peut être un tracé qu'on pourrait suggérer. Faut en parler à la Société d'histoire de Pointe-aux-Trembles. Elle est très, très renseignée sur ces questions-là. Mais en fait, ce que vous dites, ce que vous avez dit déjà, il y a un moment, ça peut être quand même pour une planification intégrée du développement territorial, du développement social. Martin parlait des écoles. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, on ne peut pas simplement planifier une infrastructure
et mettre un objet linéaire dans l'espace, il faut planifier ce qui va se passer à ses abords. Qu'est-ce que vous auriez comme recommandation donc, pour maximiser les retombées positives au niveau culturel et social? Est-ce que vous voulez des planifications de quartier qui soient faites autour de chaque station? On parlait de planification intégrée, ça s'appelait planification spatiale, sociale et économique, je pense, qui avait été faite dans Parc Extension ou Marconi, etc. Donc, est-ce que ce serait un processus qui vous intéresserait tous et toutes? Une sorte de PPU locaux qui accompagnerait le REM? Moi, je pense que c'est absolument essentiel que ça se fasse. Alors, sous quelle forme et tout ça, puis comment, là, je ne m'embarquerai pas là-dedans, mais c'est sûr qu'il doit y avoir un exercice de planification, au moins dans les pourtours, là, mettons là, mettons dans un rayon de 2 km là, de chacune des stations. Il faut absolument qu'on réfléchisse. Puis il y a peut-être des endroits où c'est des endroits matures, etc. Puis on va dire, bon, ben, il n'y a rien à faire là. Mais d'autres endroits, non, je pense que c'est absolument, absolument nécessaire. Ça, c'est pas la job de CDP Infra à faire ça, là. Puis peut-être que CDP Infra peut offrir des outils pour aider à ce que ça se fasse, je ne sais pas, mais oui, ça doit se faire. Oui, alors dans le chat, on me demande de poser des questions du public. C'est ce que j'essaie de faire. Les questions du public parlent en effet de planification au niveau du quartier, au niveau du tracé, mais il y a beaucoup les questions, il y a beaucoup de critiques du projet. Et je sais qu'on peut le critiquer, en effet. On nous dit, tout le monde peut voir les questions-réponses, les questions en tout cas. Quelle sécurité avons-nous que le BAP verra ces recommandations, que le gouvernement ou CDPQ Infra écoutera les recommandations du BAP? Est-ce que l'OCPM devrait être inclus dans ce processus? On a parlé du processus. On a évoqué, des gens dans les questions évoquent la notion de tramway, évidemment. Je pourrais vous poser la question à vous trois. Est-ce que pour vous, ça fait une différence s'il y a un tramway ou un métro aérien ou un métro enfui? Est-ce que, selon vos domaines, est-ce que ça a une incidence? La forme de l'infrastructure. Ben, la réponse simple et facile, là, oui. C'est évident que ça a une incidence énorme. Prenons le cas d'un tramway qui passe sur une artère commerciale existante ou à venir. Ben, le tramway fait en sorte que les gens vont rentrer, sortir, etc. Puis, ça offre un potentiel énorme de développer une rue qui sera animée. Alors qu'une structure qui passe à je ne sais pas combien de pieds dans les airs, je pense que c'est plus compliqué. Là. Fait que pour répondre à la question, oui, la forme d'utiliser a un impact significatif. En culture, en développement social aussi? Ben, moi, je vous dirais que je ne suis pas une experte de cette question-là. Ce sur quoi on se penche, c'est le lien, en fait, entre une mobilité efficace et un développement culturel. Après, je vois des commentaires, puis je veux dire, pour habiter dans l'Est, oui, il y a la ligne verte, mais la ligne verte, elle s'arrête à Honoré-Beaugrand et elle est au centre du territoire. Donc, quelqu'un qui est au nord de Montréal-Nord, qui est à Anjou, je veux dire, il y a tout un territoire au-delà d'Honoré-Beaugrand, en fait, et au-delà de la 25, Rivière-des-Prairies, tout ça. Donc, la mobilité, je veux dire, que ce soit un REM, que ce soit un tramway, que ce soit n'importe quoi, un SRB, je pense qu'il y a différents scénarios, puis je suis d'accord avec plusieurs personnes de dire, est-ce qu'on peut regarder les différents scénarios? Mais ce qu'il faut, c'est une mobilité efficace sur ce territoire-là et pas dans 40 ans. Moi, c'est là où je me prononce. Après, j'ai un souhait,
qui serait que est-ce qu'on peut penser les édicules, les stations, comme des lieux publics citoyens où il y a de l'information qui se donne à la communauté, où il y a une certaine animation, où il y a des fonctions pour les citoyens pour faciliter leur qualité de vie. Ça, j'aimerais ça qu'on se penche sur cette question-là. Fait que je trouve que oui, des concertations par quartier pour voir les besoins dans le 500 mètres autour de l'édicule et l'édicule même, qu'est-ce qu'il peut être, ben ça, ce serait vraiment intéressant et je pense, je reviens avec mon mot, intelligent de le faire comme ça plutôt que de juste faire un édicule que fonctionnel. Moi, je suis aussi pas une experte de transport urbain, ni encore moins de ce projet. Mais je pense que la notion de, premièrement, reconnaître on peut faire différents objectifs. Donc, on peut avoir un objectif de mobilité qui a aussi un impact économique ça va avoir un impact social, économique, environnemental, quelque infrastructure que ça soit, aussi bien le nommer et se mettre des objectifs et tenter de jumeler plusieurs d'entre eux, d'être idéalement exemplaire dans la plupart d'entre eux, dans la mesure du possible, mais ça va demander des compromis. Puis deuxièmement, de reconnaître que tout projet qui sera pas parfait parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais aussi parce que dans le temps, les besoins évoluent. C'est qu'il y a des choses qu'on va tenter de prévoir au mieux possible, mais il y a des développements urbains comme des façons de travailler. Tu sais, le télétravail qui tout d'un coup explose ou le vieillissement de la population qui met une pression encore plus pour que tout soit accessible à des chaises roulantes ou des choses comme ça qui, à un moment donné, appellent à un changement des infrastructures. Donc, je pense que de reconnaître et de prendre en compte différents niveaux de priorité ou d'impact, mais aussi d'avoir des mécanismes pour s'ajuster dans le temps parce qu'il y a des imprévus ou il y a des choses qui fonctionnent moins bien que ce qu'on pensait ou les besoins changent. Écoutez, moi je pense que on fait face on est dans une situation difficile, je dis nous en tant que panel, etc. On a un public évidemment qui est très critique envers le REM. Je l'ai dit, nous avons des opinions personnelles aussi qui peuvent être critiques. Nous essayons de voir quel type d'enjeu ce type de projet soulève. On essaie de à cette DPQ sa manière de faire, etc., ce sont des choses qui sont questions par beaucoup de monde. C'est le sens de question, pourquoi on n'a pas étudié d'alternatives, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait plus de consultations, etc. Nous n'avons pas de réponse à ces questions. Le gouvernement a pris une décision de confier le projet à CDPQ-AFRA d'une certaine manière, lui a permis de procéder d'une certaine manière. Nous répondons de manière diplomatique que nous devons faire du développement plus intelligent, mieux intégré, plus participatif. Nous essayons de voir si à ce stade-ci, il est encore possible de le faire. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas évident. Moi, je pense qu'en effet, il se peut qu'il y ait une mobilisation citoyenne ou du monde, même du monde des affaires, comme ça a été fait dans le passé, pour faire reculer le gouvernement. Mais si le REM se fait, il faudra quand même qu'il se fasse le mieux possible sous sa forme. Et c'est là que c'est important de voir qu'au niveau culturel, au niveau social, au niveau économique, immobilier, il y a des choses que nous pouvons faire, une planification autour des stations, ne soit pas pensée par public, par exemple, d'activités citoyennes, etc. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à cela en guise de mot de la fin, parce qu'on va devoir conclure bientôt? Un mot de la fin, c'est avec tout ce qu'on s'est dit, mais en fait, moi, ce que je constate, puis qu'est-ce qui serait souhaitable, c'est qu'il y a un lien de confiance qui se rétablisse pour qu'on continue d'avancer. Donc, je pense qu'il n'est peut-être pas complètement rompu, mais ça fait partie du problème, en fait, je pense. Il faut qu'on travaille à ce qu'il y ait
à ce que ce soit renforcé, en fait, comme lien de confiance entre la population, les citoyens, toutes les parties prenantes, CDPQ Infra et les gouvernements. Je dirais que je pense qu'il y a un petit travail si on veut continuer d'avancer dans la bonne direction. Mon avis personnel. Écoutez, simplement, là, je pense qu'on a un projet formidable entre les mains. Je vais, malgré certaines lacunes, je vais répéter ce que j'ai dit d'entrée de jeu. Je pense qu'on est chanceux d'avoir CDP Infra comme promoteur de projets comme le REM. Est-ce que le projet qui est sur la table en ce moment peut être amélioré? Probablement, comme n'importe quoi dans la vie. Puis c'est là-dessus, je pense qu'il faut essayer de travailler dans les prochains mois, travailler à rendre ce projet-là plus attrayant. Encore une fois, une infrastructure dont on va se doter pour les 100 prochaines années. Merci. Moi, je rajouterais juste que dans une période où le gouvernement s'est réfléchi à ses stratégies d'achat, on a parlé d'acheter local, mais on parle aussi d'avoir des clauses sociales ou environnementales dans les achats publics, où on parle de comment on veut sortir de la pandémie, sur quoi on veut mettre nos ressources, puis où on a vu que la gestion de la pandémie, elle passait par des mots d'ordre du gouvernement, mais la participation des gens qui ont suivi des consignes, qui se sont mobilisés, qui ont aidé. Je pense que le tollé qui est suscité par ça est quand même intéressant parce que j'espère qu'on va améliorer effectivement le projet en cours, mais aussi réfléchir, élargir notre compréhension de comment on mène ce genre de projet, avec qui, pourquoi, puis s'améliorer dans ces pratiques-là. Je pense que là aussi, il n'y en aura pas de parfaite, mais je pense qu'il y a matière à s'améliorer, puis je pense qu'il y a un intérêt. C'est parce que des gens en parlent, puis que ça fait cette friction, puis qu'on est frustré, que le prochain projet sera mieux préparé, puis on charlera pour des nouvelles affaires. Ouais. Écoutez, moi, j'avais dit que je n'avais pas vraiment regardé le chat, mais le chat et les questions se recoupent énormément. C'est sûr que nous avons des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui nous disent qu'il faut poser les vraies questions, il faut dire ce qui est. Je pense qu'il y a un mécontentement général dans la population et même dans le monde immobilier, dans le monde du développement économique, etc., sur les méthodes qui ont été utilisées. Il faut le dire. Je pense que tout le monde l'a dit à demi-mot un peu aujourd'hui, que ce n'est pas que le processus qui est suivi, ce n'est pas un processus modèle. C'est un processus qui, en effet, a brisé une certaine confiance entre les autorités et la population. Et Valérie le disait très bien, il faut retisser ce lien de confiance. Comment le faire, ce n'est pas évident. Il faut que CDPQ Infra, le gouvernement, les autorités en général montrent une bonne volonté en ce sens-là. On a un vrai problème. On a un vrai problème de gouvernance dans ce projet, c'est sûr. Est-ce qu'il sera nécessairement mauvais? Non. Il apporte quelque chose. Martin et vous Valérie et Béatrice l'ont dit, l'Est de Montréal en général. Les outils que le CDPQ Infra utilise sont des outils importants, mais il va falloir se tirer comme enseignement de cette expérience et puis faire mieux cette fois et faire mieux plus tard. Alors, si tu permets, Raphaël, je suis d'accord avec toi, mais il ne faut pas oublier, encore une fois, je reviens avec le SRB P9, avec la ligne bleue, puis etc., des projets dont on a parlé pendant des dizaines d'années avant que ça finisse par aboutir. Il y a un équilibre, il y a des choses à améliorer, mais il faut juste faire attention. Ouais, voilà. Tout à fait, non. Mais on ne peut pas utiliser le temps dévolu à la consultation publique comme excuse de ne pas en faire, mais on ne peut pas non plus excuser
les retards simplement parce que les retards qui ont eu lieu sur certaines infrastructures sont inexcusables, tout simplement. Donc, il faut trouver un bon milieu. Je vais repasser la parole à Dinou, qui va nous donner un mot de la fin, peut-être des informations supplémentaires. Merci, Raphaël. Merci également, Martin, Valérie et Béatrice, pour cet échange. On est très conscient du fait qu'en 1h15 à peine, et ce n'est pas là qu'on va résoudre. C'est possible pour certaines personnalités de déclarer la guerre dans 15 minutes, mais ici, on n'est pas en train de déclarer une guerre qui va dévaster une partie de la planète. Au contraire, je pense qu'il y a un consensus sur que le soleil se lève à l'est pour une fois, ce ne serait pas une mauvaise chose. Et se rappeler qu'il y avait des grands projets historiquement. C'est un lieu qui a une histoire, y compris dans le transport, qui est assez fascinante et très méconnue. L'est de l'île de Montréal est un vaste territoire, mais comme on l'a pu le voir à travers ces échanges, je comprends que beaucoup de gens auraient voulu qu'on discute des solutions technologiques du type de l'empattement, la grosseur des rues, le voltage, j'ai aucune idée. Toutes ces choses-là sont très réelles, mais on a choisi, je m'excuse auprès de ces personnes qui ont pris le temps d'assister puis d'écrire leurs préoccupations, leurs propositions. On a choisi consciemment de ne pas embarquer dans ce jeu de technologie parce qu'il nous semble que les questions de planification, de financement et de développement touchent davantage à la société montréalaise et à sa démocratie qu'à ce que des robots et quels tableaux de calcul peuvent nous apporter. Et ça comprend toutes les dimensions du développement qu'on a eu aujourd'hui. Par contre, on est très conscient de la diversité des questions qui ont été soulevées aujourd'hui en particulier, mais au cours des 2 autres tables rondes. On les a enregistrées, rassurez-vous. On va soit les transmettre à certains intervenants. Peut-être que plusieurs seraient heureux à SynDPQ Infra de recevoir ces questions. Mais je pense de plus en plus, on en a parlé hier au Conseil d'administration d'Héritage Montréal, qu'une telle discussion mériterait d'être poursuivie. Et peut-être qu'il faut, pas peut-être, sûrement qu'il devra y avoir une table ronde numéro 4 en octobre, un mois de révolution peut-être, et où on sera peut-être en mesure d'éclaircir, pas nécessairement des enjeux, mais peut-être de commencer à définir des positions. Moi, ce que j'ai compris beaucoup de l'échange qu'on a aujourd'hui, c'est à quel point le développement demande une certaine union des voix. Ça ne veut pas dire une uniformité des voix, mais les voix en discordance arrivent surtout à faire de la cacophonie plutôt que d'avoir un impact réel. Et le dossier du REM est un exemple parmi d'autres où il y a un degré de complexité très grand. Ça nous prend des acteurs capables de le réaliser, mais est-ce que les réalisateurs sont les meilleurs concepteurs devant la société? Je ne sais pas. C'est une question qui me vient à l'esprit avec cette préoccupation. Est-ce qu'on peut laisser à des gens qui sont spécialisés dans leur projet le choix de sacrifier un centre-ville qui nous a pris des décennies à bâtir et à réparer après les gaffes des années 60-70? Est-ce qu'il revient à des techniciens d'apporter des solutions de développement social et culturel ou plutôt que de soutenir ce développement par des choix judicieux d'emplacement de stations puis de type de transport? Bien, peut-être qu'il faut remettre les choses en ordre. La question mérite d'être portée, pas à l'attention des techniciens, mais à l'attention des décideurs. Le mois d'octobre sera un mois de discussion pour l'avenir de Montréal. Il y a des options politiques qui se dessinent, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un projet je ne veux pas dire capitaliste, mais capital, il vient de la capitale du Québec, de Québec, donc un projet du gouvernement, donc il faudrait s'adresser à ce niveau-là. Alors, on vous remercie de votre attention. On remercie les panélistes de cette table ronde, des 2 autres précédentes qui nous ont également éclairés. Et bon, je vois qu'il y a des gens qui sont vite sur le clavier. Il faut se rappeler qu'un Zoom, ce n'est pas Facebook. Hein. Peut-être que simplement se mettre dans un autre état d'esprit. Mais tout ça sera utile à la discussion à venir. Comme ils disent en anglais, stay tuned, more to come. Mais surtout, je pense qu'on a un dossier pas mal plus intéressant pour aller rencontrer les autorités gouvernementales, ramasser, comme le rappelait André Lavallée dans les plusieurs interventions qu'il a faites très discrètement, mais on sait que c'est un grand Montréalais qui a à cœur l'avenir de l'Est et de son transport public, son développement social et culturel, économique également.
de faire le regroupement de tous ces projets parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Présentement, on voit uniquement les retards de ce qui s'est produit par le passé, mais des choses sont en réalisation maintenant et peut-être qu'il faudrait imaginer le territoire un peu différemment et le projet du REM tout autant. Alors, on vous remercie de nouveau. On se salue pour aujourd'hui. Et on se revoit, espérons-le, peut-être même en présentiel. Qui sait, attendez les nouvelles là-dessus au mois d'octobre pour une table ronde pour un petit peu ramener ça à un niveau du gouvernement. Merci.